Enfin, on va conclure cette vidéo avec les enseignements que les uns et les autres peuvent tirer de cette histoire à ce stade. Alors, la leçon que j'en tire personnellement, c'est que bon, le mouvement en soi n'est pas du tout une surprise. Euh, En revanche, le tempo du mouvement est très surprenant. Le fait que Macron en soit là avant le retournement cyclique à venir au niveau économique soulève la question de savoir mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer après. Et je dois dire que à ce niveau-là, je n'ai pas de réponse. J'ai vraiment l'impression que nous sommes devant les territoires inconnus, si vous voulez. Jusqu'ici, on marchait en pays de connaissance, on était dans un monde où on pouvait relativement prévoir, non pas ce qui allait arriver, mais ce qui pouvait arriver au moins. On pouvait lister les avenirs possibles. Là, j'ai l'impression que nous atteignons une singularité historique, un moment où presque tout est possible au fond, à part ce qui est, je dirais, matériellement exclu. Mais en dehors des impossibilités matérielles strictes, l'avenir me semble extrêmement ouvert. Alors, quels enseignements maintenant pour différentes catégories de gens qui essayent de réfléchir? Pour les économistes, je crois que la grande leçon de cette histoire, c'est qu'il faut maintenant essayer d'évaluer le niveau de pauvreté ressenti avec des outils prenant en compte le vécu concret des diverses strates de revenus et de patrimoine dans divers contextes. Nous avons trop tendance à réfléchir en termes quantitatifs généraux. Manifestement, le moment où des gens vont considérer que leur situation justifie objectivement leur révolte n'est pas le même selon le contexte matériel, infrastructurel et culturel dans lequel ils s'insèrent. Une population occidentale vivant selon les normes occidentales, amenée à évoluer, à bouger dans le cadre des infrastructures occidentales et en fonction des obligations de mobilité posées par un système occidental complètement absurde sur ce plan, eh bien, une population qui fonctionne ainsi touche manifestement le point de rupture vers quelque chose comme 1000 euros par mois et par personne en province, 1300 ou 1400 euros par mois et par personne sur Paris. Alors, il faut bien comprendre que du point de vue des économistes, ça peut surprendre, parce que si vous voulez, à l'échelle planétaire, une personne qui a 1000 ou 1400 euros de revenus, en fait, n'est pas une personne pauvre. Et encore une fois, et au risque de passer pour un sale type, je suis désolé de le dire, mais les gens qui sont pauvres en termes absolus au regard des normes valant à l'échelle planétaire, en France, il n'y en a pas beaucoup. Simplement, ce qui se passe, c'est que dans le système français tel qu'il est, compte tenu de l'envolée des loyers, compte tenu des coûts de transport, compte tenu aussi des normes culturelles qui ont évolué et qui font que aujourd'hui, on considère que les restrictions, ça commence quand on ne peut pas avoir le dernier modèle de téléphone portable. Eh bien, forcément, le seuil à partir duquel la pauvreté est fortement ressentie est nettement plus élevé qu'il y a plusieurs générations ou dans d'autres parties du monde. Il va falloir en tenir compte et il va falloir essayer de réfléchir à des outils de mesure de ce seuil de pauvreté ressentie en fonction du vécu concret des diverses strates de revenus et de patrimoine dans divers contextes infrastructurels et culturels. L'enseignement pour les sociologues, c'est qu'il faut maintenant réinterroger complètement les études sociologiques en France. Il faut en finir avec la surfocalisation sur les banlieues. Ça fait 30 ans en France qu'il y a un nombre incalculable d'études sur les banlieues. Pendant ce temps-là, la grande majorité du pays n'a pas été sérieusement étudiée. Ça fait 30 ans que, en France, la sociologie française ne questionne pas le vécu concret, pour dire les choses simplement, des petits blancs, des blancs pauvres. Eh bien, c'est une des raisons pour lesquelles aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes explose à la gueule de la classe dirigeante française. Et il serait temps de s'y intéresser parce qu'il serait temps de se souvenir que ce pays reste majoritairement blanc et majoritairement peuplé par des gens qui n'habitent pas dans banlieue parisienne. Et ça nous amène à un point explosif, mais moi je vais appeler un chat, je pense qu'il est temps de lever la chape de plomb sur la question raciale. Ça fait 40 ans que dans ce pays, on nous explique que poser cette question, c'est être raciste. Il n'y a rien de plus stupide que cette façon de voir les choses. Personnellement, je ne me suis jamais considéré comme un raciste, au sens où je n'ai jamais considéré que je pouvais en quelque sorte quantifier le niveau d'humanité des gens en fonction de la couleur de leur peau. C'est une attitude qui m'est fondamentalement étrangère. En revanche, j'ai toujours considéré qu'il fallait avoir le courage de regarder précisément la question raciale, de la poser vraiment.
Parce qu'une question qui n'est pas posée vraiment, qui n'est pas étudiée vraiment, qui fait l'objet d'anathèmes idéologiques dans tous les sens, est une question qui n'avance pas. Maintenant, il est temps de regarder cette question sérieusement, il est temps de se poser sérieusement la question de la manière dont se développe un jeune subsaharien, de la manière dont se développe un jeune caucasien, de la manière dont se développe un jeune est-asiatique, et de se demander si c'est une bonne idée de leur faire suivre la même scolarité, au même rythme et aux mêmes âges. Tant pis si ça déplaît à ceux qui n'arrêtent pas de prôner la diversité tous azimuts, mais qui refusent de la considérer en pratique. On n'en a rien à foutre. Maintenant, vu la gravité de la situation, que les idéologues laissent réfléchir calmement, tranquillement, les hommes de bonne volonté. Que cela soit dit et que cela soit compris. Enseignement maintenant pour les journalistes. Alors, je vais vous dire les gars, si vous travaillez pour les grands médias, vous avez un agenda simple en 2019. Les mecs, il faut changer de boulot ou négocier une prime de risque. Je vais vous expliquer ce qui se passe, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles, quand vous allez dans des manifs de gilets jaunes, vous risquez de vous faire exploser la gueule. Il faut bien comprendre que depuis 40 ans, les médias en France nient l'être d'une grande partie du peuple français. Les médias en France, c'est des mecs qui, depuis 40 ans, expliquent à une bonne partie du peuple français qu'il n'existe pas, que c'est normal qu'il ne soit pas représenté au Parlement de son pays, que c'est normal que personne ne s'intéresse à lui, que d'abord il n'a vocation qu'à crever et qu'il devrait être bien content qu'on le laisse crever dans le confort, car de toute façon, l'avenir de son pays, c'est des gens qui lui ressemblent pas. Ça fait 40 ans que ça dure. Le résultat, c'est que les médias sont devenus le symbole de la négation de l'être français. Or, le petit problème, c'est que quand vous êtes devenu le symbole de la négation de l'être de quelqu'un, le seul moyen pour ce quelqu'un de se redonner un être, c'est de nier la négation, c'est-à-dire de vous nier vous. Et c'est comme ça que vous êtes vus, les gars, quand vous allez couvrir des manifestations de gilets jaunes. Vous êtes le symbole de la négation de l'être de ces gens. Par conséquent, vous êtes en danger quand vous êtes en présence de ces gens. Et personne ne pourra garantir votre sécurité. Bien évidemment, les journalistes qui sont envoyés couvrir des manifestations ne sont pas responsables de cette situation. Je ne vous mets pas en accusation, vous, personnellement. Vous n'y êtes pour rien. Vous êtes généralement des pigistes, payés au lance-pierre. C'est clair que c'est pas Madame Routel-Krief qu'on va envoyer couvrir les manifestations de gilets jaunes. N'empêche que quand les gens vont vous regarder, ils vont voir Routel-Krief, et ça, c'est très embêtant pour vous. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, si vous voulez, c'est le symbole de Frankenstein. Ça fait 40 ans que les médias dressent les gens à des comportements bas, à des comportements stupides, à des comportements bestiaux. Il faut quand même bien dire que dans l'ensemble, les médias ne font rien pour tirer les gens vers le haut. Les médias, c'est le monde de Cyril Hanouna. Les gens, même quand ils regardent ce genre de choses, si vous voulez, ils sont pas vraiment dupes. Ils se rendent compte, passez-moi l'expression, que vous leur chiez dans la tête. Et ils se rendent compte que vous les transformez en monstres. Les gens comprennent que les médias leur font du mal. Et comme le monstre de Frankenstein, à un certain moment, ils doivent détruire leur créateur quand ils prennent conscience du caractère monstrueux de ce qu'il a fabriqué. Et ça va vous revenir dans la gueule, à vous, journalistes des médias. Donc vraiment, agenda 2019, les mecs, changez de boulot ou négociez une prime de risque. Et encore une fois, je vous le dis sans agressivité, parce que j'ai parfaitement conscience, pour connaître moi-même un certain nombre de journalistes, que dans votre écrasante majorité, vous n'êtes absolument pas responsable de cette situation. Maintenant, enseignement pour les prospectivistes, c'est-à-dire les types comme moi qui essayent de faire de la prospective. Eh bien, je pense qu'il va nous falloir nous préparer à penser des temps à venir qui seront probablement très durs, et donc il va falloir nous réapprendre à penser hors du cadre, et donc il ne faudra pas hésiter à réinjecter de la futurologie dans la prospective, et en quelque sorte à laisser parler notre intuition, à imaginer des choses a priori inimaginables pour élargir le cadre de la réflexion. Bien sûr, on va se tromper. Bien sûr, plus tard, des gens liront nos délires et diront « Ah, quel idiot celui-là !» Mais en attendant, on aura fait réfléchir. Et finalement, c'est la seule chose qu'on peut faire et qu'on doit faire.